Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. En dépit de quelques doutes, Apple continue de cartonner. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 102 milliards de dollars au dernier trimestre, un record historique pour le trimestre estival. Comment expliquer une telle performance? On va voir ça avec Christophe. Au programme de cette émission également, une condamnation pour Apple concernant des contrats abusifs, l'arrivée prochaine de grosses mises à jour pour tous les appareils et de nouvelles rumeurs concernant l'iPad mini. Nous sommes le samedi 1er novembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Qui dit 1er novembre dit jour férié et cette année, pas de bol, ça tombe un samedi. Salut Christophe, ça va ? Salut Stéphane, ça va très bien et toi? Ça va bien, ouais. Alors dis-moi, tu vas faire quoi de ton 1er novembre férié? Je crois que je vais encore perdre du temps. J'ai eu l'idée d'installer macOS 26 un petit peu en avance et j'ai un petit bug qui est assez gênant, c'est que lorsque je ouvre une fenêtre, justement pour ouvrir un fichier, celle-ci met des plombes à s'ouvrir et j'essaie de comprendre pourquoi. Je crois qu'il y a un petit souci avec iCloud Drive. Ce serait pas la première fois. Ouais, voilà. Alors la question est de savoir, est-ce que je suis un cas isolé ou est-ce que c'est un cas qui va toucher beaucoup de monde? Et dans ce cas-là, lorsque macOS 26.1 va sortir, ça pourrait embêter pas mal de gens. Et toi, t'as des plans? Non, je sais pas bien. Peut-être un ciné ou quelque chose comme ça. Faut que je réfléchisse encore. On va voir ça dans la journée, ouais. L'actu principale de cette semaine concernant Apple, c'est bien sûr la présentation des résultats financiers pour le troisième trimestre 2025. Alors des résultats financiers qui sont excellents, puisque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 102,5 milliards de dollars. C'est 8% de plus qu'il y a un an et un record historique pour un trimestre estival. Le bénéfice net est lui de 27 milliards de dollars. L'année dernière, c'était 14 milliards, mais la comparaison est un peu faussée parce qu'Apple avait dû rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux à l'Irlande. C'est là, au passage, qu'on voit que même les grosses sanctions de plusieurs milliards n'ont pas de quoi tracasser Tim Cook. Mais pour en revenir au dernier trimestre, il y avait pourtant quelques doutes sur la capacité d'Apple à faire toujours mieux. On sait que les relations entre les États-Unis et la Chine étaient toujours très compliquées, que l'intelligence artificielle d'Apple ne fait toujours pas rêver. Alors, comment expliquer une telle performance, Christophe? En tout cas, 100 milliards de chiffre d'affaires, enfin un peu plus même, hein. Ouais, ça peut bien se passer, hein, quand tu fais un chiffre d'affaires de 100 milliards, il faut quand même un peu s'en rendre compte. En fait, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Il s'est passé un truc au printemps sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Là, on était déjà en plein... oui, la guerre commerciale avait déjà bien commencé. Bon, la gamme d'iPhone, la gamme iPhone 16 dans son ensemble, elle était bien, mais elle avait rien d'exceptionnel. Enfin, je crois qu'avec le retour, on peut pas dire qu'elle a marqué l'histoire. Apple a sorti l'iPhone 16e, c'était un chouette modèle, mais je suis pas non plus sûr que les consommateurs se sont levés tout de suite et pour sortir immédiatement de chez eux pour l'acheter. Bref, voilà, on peut pas dire que c'était, que l'horizon à court terme était radieux pour Apple. Mais voilà, il s'est passé un truc à ce moment-là. On l'a su donc au moment de la publication des résultats trimestriels pendant l'été. Voilà, les ventes d'iPhone étaient reparties de l'avant de manière assez inattendue et spectaculaire. À ce moment-là, on avait mis ça sur doute justement de la guerre commerciale et notamment des Américains qui s'étaient dit oula, les prix vont peut-être augmenter, donc je vais acheter mon iPhone que je pensais m'acheter un peu plus tard, je vais le faire maintenant. Tim Cook avait justement été interrogé sur ce phénomène et il a dit non, ça c'est vraiment, oui, effectivement, il y a bien eu ce phénomène, mais c'est vraiment à la marge. Et voilà, il parlait vraiment d'un nouvel intérêt à ce moment-là pour l'iPhone et cet intérêt pour les produits Apple, on va dire, c'est plus ou moins prolongé pendant donc le trimestre qui couvre l'été. Alors voilà, tout va bien, c'est-à-dire que l'iPhone se débrouille plutôt bien, un petit minus en Chine, ce qui fait que c'était légèrement bien avec les attentes. Le Mac continue de bien se porter, et profite de la fin de Windows 10. Les services, ça va toujours aussi bien.
Et voilà comment on arrive à faire 102 milliards de chiffre d'affaires. Mais ce qui est surtout le plus intéressant, c'est que Tim Cook est persuadé que la courbe va se prolonger. C'est-à-dire que la nouvelle gamme iPhone, on l'a compris, elle fait un carton. Et s'il y a des problèmes de disponibilité, c'est pas lié à un problème de production, mais bien à une demande qui est forte, très 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 forte. Lors de la publication des résultats trimestriels, donc lors de la conférence, Tim Cook a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait beaucoup plus de passages dans les Apple Store qu'il y a quelques mois, preuve d'un intérêt, on va dire, pas toujours très fort pour ces produits. Et donc, ce qui fait qu'on est bien parti pour avoir un trimestre record pour les fêtes de fin d'année. On parlait la semaine dernière de l'iPhone Air qui apparemment rencontrait pas son public. Là, Tim Cook a pas vraiment commenté les ventes d'iPhone Air, mais en tout cas, il a dit que pour les autres iPhones, les iPhone 17 et 17 Pro, ça se passait super bien apparemment. Ça, effectivement, il a oublié d'en parler. Il a été un peu relancé là-dessus. Bah, il y a toujours quelques thèmes, mais bon, ça a été assez anecdotique. Il était souvent question, plus ou moins, des mêmes questions. Alors, ce qui intéressait les analystes, c'est à la fois les progrès d'Apple dans l'intelligence artificielle et tenter d'expliquer pourquoi l'iPhone 17 se portait si bien. Il y a eu aussi des questions sur la Chine qui est repartie dans le rouge. Mais là encore, Tim Cook s'est montré très rassurant en disant justement que grâce au succès de la nouvelle gamme d'iPhone, la situation devrait s'améliorer et la Chine devrait être en croissance pour les 3 derniers mois d'année. Il y a juste un petit truc par rapport à ce que tu disais, et c'est peut-être le truc qui est un petit peu passé sous les radars. C'est vrai que le bénéfice net, comme tu disais, il est de 27 milliards de dollars. Mais alors la comparaison l'année dernière est flatteuse parce que c'était que 14 milliards de dollars parce qu'il y avait effectivement les 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux qu'Apple devait rendre à l'Irlande. Et si tu ajoutes, ce qui fait qu'on a un résultat net qui est à peu près, Équivalent, alors ouais. j'ai pas regardé, équivalent. Bon, voilà. Il faut Ça reste toujours pas trouver mal, quelque quoi. chose à dire. Oui, alors oui. Si Apple sait pas trop quoi faire, hein, on est là, hein, avec ses 27 milliards de dollars, voilà. Le sujet suivant, c'est que Apple abuse. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le tribunal de commerce de Paris qui a jugé une affaire concernant Apple et les opérateurs français. Apple a été condamné à payer 48 millions d'euros pour avoir imposé des clauses illégales à Orange, SFR, Bouygues et Free. Alors, ce sont pas moins de 9 clauses qui sont jugées abusives et qui créent un déséquilibre entre les parties. Par exemple, Apple a imposé à ses partenaires de payer toutes les campagnes de pub de l'iPhone. En contrepartie, les opérateurs pouvaient juste faire apparaître leur logo très brièvement à la fin des spots. Apple leur a aussi imposé de commander des volumes fixes. Par exemple, on parle de 5,35 millions d'iPhones sur 3 ans pour Orange. Alors l'affaire porte sur des contrats qui ont été signés en 2013. S'il a fallu 12 ans pour avoir le verdict, c'est parce que les avocats d'Apple ont usé de tous les moyens à leur disposition pour repousser l'échéance, et ce n'est pas fini, car l'entreprise a fait appel. Cette affaire, qu'est-ce qu'elle dit sur la place d'Apple en France, Christophe ? Ça, je sais pas, mais tout d'abord, il y a le citoyen qui va parler, et il faut que la justice fasse quelque chose. Cette histoire, donc ça fait 12 ans que ça dure, et on n'en est même pas à l'appel. C'est juste hallucinant. Alors, quand on signe un contrat avec Apple, on se plie à des clauses qui sont souvent hallucinantes, hein. C'est pas une négociation, hein. Tu as juste le droit de discuter de la date et de l'endroit où tu peux signer, ça va pas plus loin, hein. Nous, on a pu le connaître, enfin, on a connu ça parce qu'on a longtemps fait de l'affiliation avec l'Apple Store. C'était pareil, hein, il n'y avait pas de levier de discussion, c'est ça ou rien. On apprenait des choses au dernier moment. Enfin, moi, je me rappelle justement, à cette époque-là, on a été averti que très peu de temps avant la commercialisation du premier iPhone en France, qu'on ne toucherait aucune commission. Mais là, on Alors, parle quand même des opérateurs. On peut se dire qu'ils pourraient avoir un certain poids, pourraient négocier avec Apple, non ? Oui, mais là, tu parles de 2010, 2013, 2013, enfin ouais. oui, les 2013, mais voilà. Tu parles d'une époque où Apple était en position de force avec l'iPhone. C'était à l'époque où l'iPhone montait en puissance et tous les opérateurs voulaient absolument l'avoir parce que c'était aussi un argument pour faire passer des clients potentiels d'un opérateur à l'autre. Donc là, oui, alors tu parles de l'affaire de la place d'Apple en France. Alors, c'est ce que je disais. Donc, enfin, moi, je l'ai constaté à mon petit niveau, enfin notre petit niveau. Mais cette histoire, c'est valable à peu près partout dans le monde, hein. C'est-à-dire que Apple impose ses règles et il n'y a pas de matière, il y a pas matière à discuter. On l'a vu d'ailleurs.
Par exemple, on le voit encore d'ailleurs avec l'Apple Watch. On a appris très récemment que si tu voulais proposer l'Apple Watch, il fallait absolument que tu fasses une place dans tes boutiques pour la montre d'Apple. Et c'est ce qui a longtemps posé problème avec Free Mobile, par exemple. C'est ça, c'est Xavier Niel qui a révélé ça. Ça fait partie des petites clauses comme ça qu'Apple impose quand tu veux faire un partenariat avec elle. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que on se souvient de ces publicités, c'est quand même assez hallucinant. Enfin, on voit la publicité, puis on se dit, enfin, c'était presque un jeu. Alors, c'est une pub iPhone Orange, une pub iPhone Bouygues, une pub iPhone Free. C'était fou quand même. Enfin. Et ces fameuses clauses sont peut-être toujours en cours d'ailleurs, parce que le média L'Informé qui avait rapporté l'affaire avait également affirmé qu'en fait, si Apple allait faire appel, et donc c'est ce qu'elle a fait, c'est parce que dans ses contrats actuels avec les opérateurs, il y a encore sûrement des clauses de ce genre-là. On va passer à une autre actu. Cette semaine, les développeurs et les bêta-testeurs ont eu droit à plein de mises à jour. iOS 26.1, macOS 26.1 et tous les autres systèmes en 26.1 sont sortis en release candidate mardi soir. C'est la dernière étape avant les versions finales qui devraient logiquement arriver dans les prochains jours. À moins ça se trouve qu'elles soient arrivées vendredi soir, parce que là on enregistre vendredi matin pour tout vous dire. Il y a beaucoup de changements dans tous ces systèmes. Liquid Glass a été peaufiné à certains endroits, mais surtout, il y a maintenant une option pour rendre l'interface moins transparente. Slide Over, qui permet de cacher une fenêtre sur le côté, fait son retour sur iPad. L'alarme qui pouvait s'arrêter trop facilement demande maintenant de faire glisser son doigt. Puis il y a encore plein d'autres petites choses, comme la possibilité pour les apps tierces de sauvegarder les photos en tâche de fond. Est-ce que les versions .1 ne seraient pas les véritables versions finales en fait d'iOS 26 et macOS Tao ? Eh bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut être aussi affirmatif que ça. Enfin, comme je te disais en introduction, moi, je suis pas du tout content de macOS 26.1. C'est vrai que la première version avait en plus pas mal de problèmes de gestion de mémoire. Alors là, il est encore un peu trop tôt pour savoir à quel point tout ceci a été corrigé. Mais c'est sûr qu'on a l'impression d'assister à un chantier à ciel ouvert. Après, c'est difficile d'être affirmatif parce que, à l'inverse, bon, moi, j'avais pas de problème particulier avec iOS 26. WatchOS 26, ça tournait plutôt bien. Il y avait 2-3 petites bricoles, mais on va dire c'est des bricoles habituelles de chaque mise à jour majeure de WatchOS. iPadOS, j'ai sans doute pas assez de recul. Donc voilà, est-ce que c'est en plus, ce qui est compliqué par rapport à ta question, c'est que malgré tout, ces systèmes d'exploitation maintenant, c'est des évolutions permanentes, hein. Donc tu as noté pas mal de changements dans 26 points. Il devrait y en avoir dans 26.2 également. À cela, faut ajouter qu'Apple va se plier à un certain nombre de réglementations imposées par Bruxelles d'ici la fin de l'année. Donc il devrait y avoir plein de petits changements. Donc voilà, enfin pour moi, c'est vraiment des enfin, je vois plus j'ai du mal à me dire, ça c'est vraiment une version finale, tellement que les choses évoluent de manière constante. Là, à la limite, pour moi, là où les choses, enfin, si vraiment on reste, on va dire, dans cette vue-là, je partirais plutôt sur la mise à jour, la grosse mise à jour de printemps. Ou quand on est sur point 2, point 3, ou point 2 c'est plutôt fin d'année. Ouais, c'est à partir de là où en tout cas que les choses commencent vraiment à prendre de l'allure. Mais c'est vrai, mais il y a un détail qui d'ailleurs ne trompe pas, c'est qu'Apple c'est pas grand-chose, mais très légèrement en retard sur son planning de sortie, de mise à jour de ses systèmes d'exploitation. Et ça veut sans doute bien dire quelque chose. Dans iOS 26, enfin iPadOS 26.1, moi j'ai toujours un problème qui traîne toujours avec les bêtas. Alors j'ai pas vu encore si c'était le cas avec la release candidate, parce que c'est un problème qui apparaît et qui disparaît comme ça. Donc c'est l'écran, c'est le tactile, en fait, la capacité tactile de l'écran qui s'arrête, qui se fige, ou en tout cas qui marche moins bien, et qui m'oblige à faire plusieurs fois le même geste pour faire un geste. J'avais fait une petite actu sur ça sur iGénération, et on avait eu beaucoup de commentaires, des dizaines de lecteurs qui avaient aussi ce problème, en particulier sur des iPads, mais aussi même sur des iPhones.
Certains disaient avoir ce problème et sur différents modèles. Et donc, c'était pas résolu dans les bêtas d'iOS 26.1. J'espère que ça le sera dans la finale, même si j'ai un gros doute. Sinon, c'est un problème quand même gênant qui perdure, quoi. On va terminer le tour de l'actu avec un petit plaisir personnel. Ça concerne l'iPad mini, le meilleur iPad comme chacun sait. Mark Gurman nous a mis l'eau à la bouche. D'après le journaliste, un nouvel iPad mini sortira dès l'année prochaine, ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi, quand on sait qu'il a parfois fallu attendre 3 ans entre 2 modèles. Le nouvel iPad mini aura un écran OLED, une grande avancée par rapport à l'écran LCD actuel, qui n'est pas mauvais, hein, mais bon, c'est pas aussi impressionnant que de l'OLED. Et en plus, cet iPad mini pourrait innover en étant résistant à l'eau. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un iPhone pliant si on a un iPad mini aussi bien, Christophe ? Oh bah c'est toi le spécialiste, je te laisse répondre. Hein. Non mais attends, imagine, on pourrait aussi avoir un iPad mini pliable. Là, t'en dis quoi? Ce serait pas encore mieux? Là, c'est bizarre, ça. Le problème, ça risque d'être le prix, hein, parce que c'est une refonte assez importante. Voilà, la bonne nouvelle quand même dans cette histoire, c'est que ça semble lancer la transition vers l'OLED, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de produits qui n'ont pas fait le grand saut. Si j'ai bien compris, voilà, il y aurait l'iPad Air qui devrait également suivre au printemps. Alors il y a le MacBook Pro M6 qui va avoir aussi sans doute qui va faire sa révolution en fin d'année prochaine. Mais pour l'iPad Air, ça serait pas a priori le prochain, mais le suivant. Donc il faudra attendre 2027 pour un iPad Air à écran LED a priori. Ah là, tu me déçois un petit peu parce que je me suis dit, peut-être que c'est celui-là que je vais acheter. Il faut que j'attende 2027 alors. Ouais. Ah mince, j'avais mal lu la rumeur. Mais ceci dit, j'ai quand même une vraie interrogation sur ce qu'Apple va faire les 12 ou 18 prochains mois. Alors, il y a plein de produits qui vont sortir, il y a plein de produits très intéressants qui vont sortir. Bon, l'iPad mini, c'est chouette. L'iPhone à écran pliable, ça promet quand même d'être l'une des nouveautés marquantes depuis je ne sais trop combien d'années. On parle de ce MacBook Pro M6 qui alors là serait quasiment révolutionnaire parce qu'il aura un écran tactile. Donc ça, à l'échelle du Mac, peut-être que ça va en faire crier certains, mais à partir du moment où vous voyez quelqu'un de jeune manipuler un écran, un ordinateur portable, vous vous dites qu'en fait, oui, on n'avait pas le choix, qu'Apple n'avait sans doute pas le choix. Et à cela, il y a pas mal de nouveaux produits qui sont entre guillemets dans les starting blocks, c'est-à-dire que ce fameux HomePod à écran un petit peu spécialisé dans la domotique, on devrait l'avoir en début d'année prochaine. Il y a Apple qui travaillerait également sur une système sur une sonnerie avec caméra intégrée, donc là aussi ça s'intégrerait très bien avec HomeKit. Il y a peut-être d'autres projets dans la robotique qui vont arriver, mais peut-être un peu plus tard. Il y a les AirPods Pro 4 qui pourraient sortir plus tôt que prévu. Et vraiment, le tuyau d'Apple, il est complet. Enfin, et encore, dans cette liste, j'en oublie. Et enfin, j'en suis presque à me dire, mais est-ce qu'il va pas y avoir un problème de sursaturation de nouveautés dans les 18 ou 24 mois qui viennent? Alors bon, Apple fête ses 50 ans l'année prochaine. Je pense qu'elle cherche à marquer le coup. Mais voilà, c'est troublant de voir autant de produits dans les starting blocks, sinon on croit les rumeurs. Et voilà, et j'avais oublié un élément, un produit, c'est les lunettes. Il y aurait sans doute quelque chose aussi en 2026-2027. Enfin voilà. Eh ben merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous et puis merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Sortie de Veille. Ça fait vraiment plaisir. Salut à tous, à la semaine prochaine.